Ainsi, l'année 2020 se termine et comme chaque année, il y a un bilan à tirer de celle-ci. Et malgré le contexte difficile qu'ont connu les salles cette année, je dois avouer que l'année cinéma a tout de même été bien garnie. Le contexte fut compliqué, les salles de cinéma ne sont pas restées ouvertes bien longtemps malheureusement, mais tout de même, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine fascination pour l'année cinéma que l'on a eue, car elle a été tout simplement généreuse de bout en bout. Elle a cherché malgré le contexte sanitaire et social que nous avons connu, à nous passionner. Personnellement, c'est cela que j'ai envie de garder en mémoire à la fin de cette année et à l'aube de ce classement des meilleurs films de l'année, que je souhaite une nouvelle fois rappeler comme étant subjectifs. Ce sont les films que j'ai le plus appréciés cette année et non les films qu'il faut avoir appréciés absolument. Donc encore une fois, gardez cela en tête, tandis que nous allons avancer au fil d'un classement qui a été compliqué à faire. Mais donc, il est enfin là, le voici, mes 10 meilleurs films de l'année 2020, avec pour commencer le numéro 10. Cela faisait longtemps que je désespérais de voir la saga portée par Donnie Yen pouvoir voir le jour sur grand écran, en tout cas en France. Mais heureusement, 2020, comme je l'ai dit, fut une année surprenante. Ainsi, la conclusion put enfin avoir le droit à une reconnaissance salle sur notre territoire grâce au distributeur Eurozoom, qui a eu la bonne idée de laisser la dernière aventure du maître d'armes de Bruce Lee sortir dans nos salles et qui s'est même battu, malgré le contexte sanitaire, pour que celle-ci puisse avoir le droit à ce dernier honneur pour un dernier long métrage tout simplement jouissif et explosif qui impressionne de bout en bout. La réalisation de Wai Chun Yip est une nouvelle fois fantastique, emportée par un élan épique et cinématographique tout simplement hallucinant du début à la fin, pour un moment de cinéma tout simplement renversant, qui certes n'est peut-être pas à la hauteur de ses aînés, surtout du premier et du deuxième, mais qui reste une œuvre folle, qui pour moi fut le vrai blockbuster de l'été, surclassant largement pas mal de longs métrages du genre et s'imposant comme un immanquable de l'action asiatique en 2020. Une œuvre démentielle, un pur moment d'action et de cinéma, ponctué par pas mal de petites notes d'épique et de monumental. Et ensuite, on passe au numéro 9. Certains films cette année m'ont embarqué par des partis pris cinématographiques juste démentiels, comme c'est le cas ici. Le cinéaste danois Rasmus Klosterbro nous offre au travers de ce récit assez fou une aventure détonnante, qui résonne comme un pur trip de genre tout simplement hallucinant de maîtrise de bout en bout, sonnant comme un vrai parti pris mais surtout une prise de risque cinématographique qui ne cesse d'évoluer au fur et à mesure que le long métrage avance, ce qui est tout simplement renversant. Bien plus encore de simplement réussir à emporter son récit dans ses retranchements, le metteur en scène nous offre surtout un fantastique moment de genre, une œuvre qui ne cesse de se réinventer, qui passe son temps à jouer avec nos attentes, qui défie les lois du rythme et des possibilités d'épouvante, et qui surtout se pose comme un vrai moment de genre imposant et fascinant de bout en bout, pour l'une des expériences de cinéma que j'ai le plus aimé cette année, et qui reste à mes yeux un moment tétanisant et terrifiant. Une œuvre qui marque par sa puissance, mais également par sa simplicité, mais surtout par son efficacité remarquable. Passons au numéro 8. Indéniablement, c'est un de ces films cette année qui a su prendre le plus de risques. Mais au-delà de ça, c'est un film qui a une démarche que j'apprécie particulièrement, celle de transcender un mythe pour le rendre actuel. C'est un des films les plus politiques que j'ai vu cette année, une œuvre renversante de la part de la cinéaste québécoise Sophie Desraspes, qui, bien au-delà de réussir à s'emparer d'un mythe et d'une pièce de théâtre de légende, réussit surtout à transcender ces deux bases pour nous offrir une œuvre folle, au potentiel dramatique totalement abouti et surtout qui résonne comme un moment de 7e art, tout simplement renversant de bout en bout, presque parfait même tout son long. Il s'agit d'une grande expérience de cinéma, qui résonne comme parfaitement ancrée dans l'actualité, transcendant à 200% son propos de base pour sonner comme un moment de cinéma qui est le témoin d'une année hors norme, mais qui surtout réussit à parler avec gravité et brutalité de la société dans laquelle nous sommes, sans jamais chercher à édulcorer son propos, mais simplement en cherchant à lui donner un sens politique et une forme éblouissante et déchirante. C'est grandiose. C'est un moment de cinéma si pur, si simple, qu'on ne peut s'empêcher de le regarder avec des yeux émerveillés et écarquillés tout son long. Passons au numéro 7.
J'ai vu peu de documentaires en 2020, mais je peux vous assurer que le peu que j'ai vu m'a énormément marqué. Mais alors celui-là, il m'a transcendé. C'est une idée simple, mais Sebastian Lifshitz a clairement marqué l'année 2020, que ce soit avec ce long métrage ou avec son autre documentaire sorti directement sur Arte. Mais ici, pour moi, il a atteint un sommet en nous offrant ce portrait magnifique et déchirant de ces deux jeunes filles devenant des jeunes femmes, au fil que sa mise en scène décide de les laisser grandir, comme si la vie, malgré l'aspect cinématographique de l'événement, trouvait tout de même simplement et logiquement son chemin. Le long métrage est exceptionnel par de nombreux aspects, que ce soit la forme que Lifshitz donne à son œuvre, que ce soit les deux jeunes femmes qui portent le long métrage à bout de bras tout du long, que ce soit l'envergure du projet qui résonne comme la synthèse d'un cinéma cherchant à repousser les limites de ses possibilités. Il s'agit tout simplement d'un morceau de réalité cinématographique rare, une œuvre folle qui personnellement m'a profondément marqué et restera longtemps dans ma mémoire comme un morceau fort de l'année cinématographique. Un grand moment de 7e art, dirigé d'une main de maître par un génie de la captation documentaire. Voici le numéro 6. Le cinéma de genre a été fortement représenté en 2020. Et au milieu de tout ça, il y a eu de très belles choses, comme le long métrage ici présent. Notamment, et c'est lui que j'ai retenu en particulier, le premier long métrage de la cinéaste australienne Natalie Erika James, qui nous offrait donc en 2020 une œuvre absolument folle. Un long métrage de genre rare, un fragment brut d'émotions et de sensations pour un film ne cherchant pas uniquement à terroriser le spectateur, mais également à mettre en relief des thématiques complexes, rarement traitées dans ce cinéma, mais pourtant importantes qui, au travers de la forme que lui a donnée la cinéaste, a pris un sens profond et juste. Une œuvre qui ne cesse de se réinventer, qui ne cesse d'avancer dans une direction où on se demande quand le long métrage va s'arrêter de se renouveler et de nous embarquer dans un tourbillon d'émotions. Bref, on sent qu'il s'agit d'une œuvre qui a été mûrement réfléchie par une cinéaste souhaitant exploiter au mieux une base qui aurait pu sonner comme un poil trop fine, mais qui du coup résonne avant tout comme une prise de risque profonde, brillamment mise en scène, qui sonne les débuts prometteurs d'une future grande cinéaste. Je peux vous assurer que je suivrai de très près toute la carrière qui suivra de Natalie Erika James et je salue bien bas ce brillant et premier long métrage. Voici maintenant les 5 premiers films, des films qui sont un petit peu plus au-dessus du lot, à commencer par le numéro 5. Le cinéma français ne prend pas souvent des risques, mais quand il le fait, cela paye. Et ici, ça paye très bien. Ainsi, en 2020, j'ai eu le plaisir de découvrir un grand réalisateur français en la personne de Léo Carman, au travers d'un long métrage qui m'a littéralement transporté pour une œuvre que j'ai instantanément adorée et qui encore aujourd'hui me hante, tant je reste persuadé d'avoir vu l'un des films français les plus ambitieux depuis un bon petit moment pour une œuvre que j'aime profondément et que je trouve réussie de bout en bout. Il s'agit d'un de ces films où plus il avance, plus il se renouvelle, plus il cherche à aller au-delà de son simple pitch de base pour nous proposer un film ambitieux. Un film qui n'a pas son pareil pour nous renverser, pour nous bouleverser, pour nous transcender et dont la subtilité des effets, la justesse du mélange des genres, la finesse de la composition des personnages et des interprétations donnent tout simplement lieu à un diamant brut. Une œuvre folle et démesurée qui marque par la justesse de sa forme et la délicatesse de son émotion qui se veut même par moments un poil épique. C'est tout simplement renversant de voir un cinéaste prendre autant de risques aujourd'hui en France. C'est une œuvre phare de l'année 2020, un grand morceau de cinéma parfaitement maîtrisé que je vous invite à voir si ce n'est pas encore fait. Le numéro 4. Et oui, aussi étrange que cela puisse paraître, le film est bien sorti cette année chez nous, en tout début d'année. Je peux vous assurer que quand je l'ai vu, je me suis dit que l'année 2020 partait sur les chapeaux de roue. Les frères Safdie nous ont littéralement balancé une énorme bombe cinématographique directement sur Netflix en début d'année, pour un moment de cinéma tout simplement fou, qui reste encore aujourd'hui l'une de mes expériences les plus cool et jouissives possibles, et qui m'a surtout rappelé à quel point les frères Safdie
sont tout simplement des génies de la mise en scène et à quel point surtout, ils savent comment repousser les limites d'un acteur jusqu'à le rendre tout simplement génial. Adam Sandler est impérial dans ce long métrage. Il est en grande partie responsable de la justesse et de la puissance de cette œuvre dont il ressort comme étant l'atout majeur. Sublimé derrière par la scénographie complètement folle des frères Safdie, la justesse et la générosité d'une mise en scène cherchant constamment à avancer, même si les personnages ne suivent pas. Bref, on sent qu'il s'agit d'une œuvre folle et démesurée qui personnellement m'a totalement transporté de bout en bout d'un long métrage qui est pour moi l'une des pierres angulaires de l'année 2020. Une œuvre folle, jouissive, complètement décalée et parfois même allumée, mais c'est surtout, et c'est ça que j'aime, la reconnaissance quasi inespérée de deux petits génies de la mise en scène. Voici ensuite le numéro 3. Ce fut une véritable surprise. Une surprise émouvante, renversante, mais avant tout, c'est un parti pris hyper risqué qui fonctionne à 200%. Celle d'une cinéaste, Keren Ben Raphael, celle d'une auteure, Elise Ben Roubi, celle de deux acteurs, Judith Chemla et Arié Vortalter. Bref, celle d'une équipe cherchant à raconter une histoire d'amour entre un homme et une femme, mais uniquement au travers d'appels vidéo séparés par une distance, les poussant à ne pas pouvoir être l'un avec l'autre. Un film s'ancrant donc parfaitement dans notre époque et parvenant surtout avec une justesse rare à être émouvant sans jamais avoir besoin d'en faire des caisses. C'est un morceau d'émotion rare que nous offre la cinéaste israélienne, un moment de cinéma unique en son genre qui semble se mouvoir dans la veine du found footage tout en cherchant à aller plus loin que cela, à exploiter toute la grandeur, tout le réalisme, toute la finesse de ce genre pour parler avec humilité et simplicité de l'émotion la plus pure qui soit, celle de l'amour. Tout en questionnant également son fondement et en jouant le plus possible avec l'immersion du spectateur pour un instant de cinéma qui servira forcément de leçon de mise en scène à tous ceux qui souhaiteront par la suite mettre en forme un found footage. Un film qui m'a profondément marqué et que je garderai longtemps dans ma mémoire, tant je l'ai trouvé exceptionnel. Voici ensuite le numéro 2. Pareil, je suis sûr que vous pensiez que le film datait de 2019, mais non, il date bien de 2020. Et pareil, il démarrait l'année sur des chapeaux de roue avec un parti pris dingue et une ambition démesurée. Sam Mendes a livré une bombe en début d'année. Une œuvre au parti pris visuel tout simplement rare, mais à l'histoire tout aussi simple que déchirante, pour une œuvre d'une rare beauté, d'une immense justesse, d'une puissance tout simplement folle, bref, une œuvre qui personnellement m'a transporté de bout en bout dans une aventure que l'on pourrait facilement considérer comme un peu trop cliché et grossière en termes de récit, mais qui résume simplement l'ambition d'un cinéaste, de sa co-auteure et de son chef de la photographie. Quoi de plus fou que de plonger littéralement le spectateur à bras-le-corps dans l'enfer de la Grande Guerre et de lui faire ressentir une émotion si vive, si intense, si puissante par le biais d'un unique plan séquence de 2 heures qui impose et refaçonne encore une fois la manière de mettre en scène le cinéma. C'est tout cela à la fois, 1917. Une œuvre folle et ambitieuse, un parti pris de cinéma tout simplement rare, un morceau à l'état brut d'émotion et de ressenti qui bouleverse et demande presque de prendre un minimum sa respiration lorsque l'on arrive à la fin de l'œuvre, tant on est retourné et bouleversé par la puissance de ce récit et la forme qu'il a pris. C'était un moment beau, fort, émouvant, intense. C'est un de mes premiers grands frissons de l'année 2020, donc je pense qu'il mérite largement cette 2e place de mon classement. Et voici donc le film que j'ai le plus aimé de l'année 2020. Un film qui est déjà apparu dans pas mal de classements comme étant dans les premiers, ça ne m'étonne pas plus que ça, même si derrière je trouve que ça ne soit pas forcément un film qui sonne si accessible sur le papier, et je suis bien content qu'il ait autant marqué. Voici mon numéro 1. Vous vous en doutiez, cette année, il y a eu un film qui m'a retourné, qui m'a marqué, qui m'a profondément plu et que j'ai été un des premiers à défendre sur la toile. Thomas Vinterberg est un immense metteur en scène que l'on a souvent remis au placard par ses choix, mais 2020 fut clairement son année.
son heure de gloire, tant il semble l'avoir dominé avec ce long métrage sorti en fin d'année et qui bizarrement a su rencontrer brièvement, mais tout de même, un public que je pense le cinéaste attendait depuis longtemps, et qui a su enfin lui donner la reconnaissance qu'il méritait pour un moment de cinéma tout simplement dingue, traitant avec justesse d'un sujet de société, mais cherchant également à parler de l'humain avec une nouvelle fois une grande justesse et sincérité pour une œuvre folle et parfaite à mes yeux. Il s'agit d'un film livré par un auteur qui a su transcender son propre style pour lui donner à la fois des affres de cinéma populaire, tout en renouant avec le côté un peu tendancieux et subversif de la base de son art. Bien évidemment, les performances de Mikkelsen, Bo Larsson, Milan Gerhant aident beaucoup à la puissance et la générosité de cette œuvre de cinéma, qui nous transporte de bout en bout pour un fragment d'émotion qui ne laisse pas indifférent, qui vous poussera forcément à vous poser quelques questions avant de vous mettre une énorme murge, mais qui cherche également à délivrer un message vif et lumineux sur la vie et sur l'envie de vivre, portant ainsi le long métrage vers des sommets et rappelant que le regard de Winterberg sur le monde est certes fataliste, mais jamais pessimiste. Et c'est cela qui fait pour moi la perfection de ce long métrage et son statut à mes yeux de meilleur film de l'année 2020. Sans le moindre doute, c'est un film que j'ajouterai avec fierté dans ma collection et que je garderai ici comme étant l'un des grands moments de cinéma de l'année 2020 et largement mon film préféré de cette année. Ainsi s'achève ce top. Bon, bien évidemment, restez à l'écoute parce que dans les prochains jours, il va sortir également le flop et bien d'autres choses sur la chaîne. D'ici là, mettez-moi dans les commentaires également vos tops de l'année. Comme vous le savez, chaque fois je les lis, je les regarde et je savoure avec grand plaisir les films que vous avez le plus aimés durant l'année 2020. Je sais qu'en plus cette année c'est un petit peu compliqué pour certains de faire un classement parce que mine de rien les salles sont restées fermées longtemps. Mais essayez l'exercice et je pense que vous pourriez trouver quelques films qui vous ont réellement marqué, même si c'est juste un top 5, voire même un top 3. Et d'ici là, on se retrouve demain pour continuer cette semaine de top et de flop.